Bonjour chers amoureux de la liberté. Aujourd'hui vous êtes invités à jeter un petit coup d'œil sur le fait que nous sommes des êtres hyper conceptuels et surtout depuis 2 siècles où tout le monde a appris à lire et à écrire, où on lit et on écrit partout. Et donc on algébrise le monde, on conceptualise le monde et évidemment on a tendance à être coupé du réel. Alors du coup je vous lis encore des extraits de... Ah voilà, c'est écrit à l'envers. De ce livre de Marcel Jousse. Ça fait partie de l'introduction et il parle des veillées paysannes. Donc sa mère a été très peu à l'école et sa mère a été élevée par sa grand-mère qui elle était complètement illettrée, donc il a été lui-même baigné dans une vie sans écrit à la base et ce qui donne en fait une toute autre personne ou un tout autre type de fonctionnement. Donc là c'est juste une ouverture vers ça et ce texte, ça vous fera ce que ça vous fera. C'est à vous. C'est à propos des veillées paysannes. Lorsque j'ai été un peu plus grand et habitué aux mélodies berçantes de ma mère, j'avais alors dans les 5 ou 6 ans, maman m'a amené dans une veillée. Il y avait là, dans une ferme près de Beaumont-sur-Sarthe, une réunion de paysans, tous à peu près illettrés. Ces veillées paysannes se faisaient généralement pendant l'hiver. On se réunissait pour manger des châtaignes avec du cidre doux, comme dit la chanson. Et au fur et à mesure que les paysans étaient mis en verve, ils se levaient et alors ils psalmodiaient. Formé par des cantilènes de ma mère, je sentais la rythmisation profonde de tous ces paysans. Ce n'était pas du chant, mais des sortes de mélopées. Ils en savaient des quantités. Ceux, ou plutôt celles qui en savaient davantage, c'étaient les vieilles grand-mères. Elles étaient extrêmement curieuses à observer parce qu'elles avaient un souci du mot à mot qui était frappant. Aussi, quand quelqu'un psalmodiait une de ces cantilènes, s'il risquait un synonyme, tout de suite telle ou telle grand-mère, et je revois la bonne vieille mère Guespin dans son coin, reprenait le récitant en disant « Ce n'est pas ce mot-là, mais celui-là ». Voilà, entre parenthèses, il y a toujours eu des adeptes de l'improvisation et des adeptes du répertoire parfait. Vous comprenez combien ce contact avec des paysans illettrés et intelligents peut éveiller l'attention d'un enfant qui commence à peine à apprendre à lire après avoir beaucoup mémorisé. Ce qui me frappait, c'était évidemment cette exigence de l'exactitude de la tradition, mais aussi l'effarante somme de choses apprises. La mémoire. Nous n'en soupçonnons plus la force. Lorsque j'ai simplement mis sous forme de collier la série des textes qui composent cet ouvrage sur le style oral, rythmique et mnémotechnique, les philologues se sont récriés. Mais il est absolument impossible que la mémoire humaine ait une pareille puissance. C'est qu'eux-mêmes étaient des êtres totalement dépourvus de mémoire, ne l'ayant, pour ainsi dire, jamais exercée. Vous voyez là combien les réactions contre un fait mis dans un relief nouveau peuvent être dictées par la formation même de l'homme. Ne croyez pas que nous critiquons avec des faits, nous critiquons avec nous-mêmes. De là, pourquoi nous avons créé une science psychologique et pédagogique à notre image et ressemblance. Et c'est catastrophique. Si nous avions tous été élevés dans des milieux plus ouverts à la mémoire, les problèmes se poseraient très différemment. La grande erreur que nous avons commise en pédagogie, c'est de n'avoir examiné que des professeurs. C'est une grave erreur, on s'en est bien aperçu quand on a étudié les travaux de Lévi-Broul. Il a bien fallu se rendre compte que dans sa conception du prélogisme, c'est une équation de professeur qui a joué.
Évidemment, nous aurons toujours tendance à considérer comme inférieurs les peuples qui ne sont pas algébrisés comme nous. Mais peut-on dire que c'est une infériorité d'être concret ? Je crois tout le contraire. Mais tous ces psychologues et philologues ont été jetés tout de suite dans la page d'écriture. Ils sont passés du manuel scolaire à tel ou tel livre un peu plus au large, du bachot à la licence ou au doctorat. Comment aurait-il eu la moindre notion de ce que c'est qu'une formation de la mémoire humaine ? On l'a remarqué, il y a parmi nous une sorte de malaise à dire qu'on a vécu dans un milieu d'illettrés. Quelle erreur ! Les illettrés peuvent être formidablement intelligents. C'est auprès d'eux que j'ai pris mon goût de l'observation du réel. Quand j'étais tout petit, j'allais me promener avec ces paysans que j'ai tant aimés et que je retourne voir pour me garder à la méthode expérimentale. Je m'émerveillais alors de leur savoir pratique. Ils ne savaient sûrement pas décliner Rosa, la rose, mais ils connaissaient les différentes espèces de blé, d'orge, d'avoine, ils savaient les différentes espèces de bonnes et de mauvaises herbes. Ils avaient pour les désigner de jolis noms, de ces noms que nous mettons en poème dans nos civilisations livresques. Tout cela vit à pleine terre, à pleine sève, à plein vent, à plein ciel. C'est cela qui fait la vraie pédagogie de l'homme vivant et concret en contact avec les choses. Dites-vous bien que l'enfant est plus intéressé par le nom d'une plante qu'il peut voir, toucher, cueillir, manier, goûter, sentir, que par un mot qui est là, écrit sur un papier, et qui ne répond à rien de vivant. Je me rappelle encore de ces fleurs qu'on appelait des veilleuses, ces sortes de volubilis qui se fermaient le soir et qui s'ouvraient le matin. C'était tout un petit drame champêtre. Quand, dans mes cours, vous entendez tel ou tel exemple pris dans la nature, c'est à ces paysans illettrés que je les dois. Ils m'ont habitué à me défier des beaux discours de ceux qui parlent brillamment de tout sans rien savoir. Eux sourient tranquillement devant ces beaux parleurs. Mais si vous compreniez ces êtres riches de sensations et d'intussusception des choses, nous jugeons trop facilement les hommes à la quantité et à la grosseur des livres qu'ils ont écrits, alors qu'il faudrait les comprendre à la quantité et à la qualité du réel qu'ils ont reçu. Car ceux qui sont véritablement découverts et apporté quelque chose, car ceux qui ont véritablement découvert et apporté quelque chose à la science sont ceux qui, délaissant les livres, sont allés d'abord au réel. Je répéterai toujours que ma première école scientifique a été mon contact avec les paysans de Beaumont-sur-Sarthe. Et puis, une petite conclusion sur les jeux enfantins. J'ai commencé à aller à l'école maternelle à 4 ans et quelques mois. Il ne s'agissait pas encore d'apprendre à lire et écrire, mais je savais déjà énormément de choses par cœur que j'avais apprises en psalmodiant et en mélodiant. Vous retrouverez cela dans mon système pédagogique, car une vraie psychologie comme une anthropologie doit être la connaissance et le développement de soi-même, sous une forme peut-être plus ordonnée que ne serait la vie quotidienne, mais c'est cela. Une chose m'a alors beaucoup frappée, c'est de voir les enfants jouer à tout. J'ai encore dans mes muscles tous ces jeux d'enfants. Cette question me hantait. Pourquoi donc les enfants jouent-ils à tout ce qu'ils ont reçu du milieu ambiant avec une si étonnante réussite? Je n'ai vu que cela, des enfants qui tentent d'échapper à toutes nos contraintes pour jouer à autre chose. Ainsi ne vous étonnez pas de m'entendre dire « Au commencement était le geste rythmo-mimique, parce qu'au commencement je n'ai vu que cela. » Et tout ce que je vous expliquerai ne sera que le commentaire de ce qui s'est élaboré en moi-même dès ma petite enfance. Voilà. Ce petit passage, il ramène finalement toujours à qui sommes-nous et bien, à bientôt pour une prochaine lecture.